Bon après-midi à toutes, bon après-midi à tous. On est ravis de vous voir, si nombreux, si nombreux. Et je suis ravie d'accueillir ici, à la librairie Ombre Blanche, Laurie Laufer, autrice de Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion. Alors Laurie Laufer, je me permets de vous présenter. Laurie Laufer exerce la psychanalyse à Paris et elle enseigne à l'université Paris-Cité dans le département d'études psychanalytiques. On pourra revenir sur cette appellation. Alors, avant de pratiquer la psychanalyse et d'entamer un parcours universitaire dans le champ donc, des études psychanalytiques, Laurie Laufer a fait des études de lettres. Donc déjà une forme d'hybridité, on pourra y revenir, avec la littérature et la poésie comme compagnes de route importantes. Alors elle a fait une thèse, non pas sur les questions de genre, mais sur celle du deuil. Alors vous allez peut-être vous demander, mais quel rapport ? Mais on pourra lui demander. Le deuil, les fantômes, la perte, la question des rituels et la façon dont nous tous composons avec la perte d'une personne aimée. Aussi, elle interroge la façon dont la poésie et les arts peuvent soutenir un analysant endeuillé. Donc, votre livre à l'époque, votre livre publié en 2007 au PUF, s'intitule « L'énigme du deuil ». Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on voyait déjà votre réflexion sur le rapport et la tension entre le discours normatif, ce que doit être le deuil, ce fameux travail de deuil avec des passages obligés, etc., et ce que vivent les gens. Ce que vivent vraiment les gens, frappés et transformés par la perte. Donc voilà, j'essaye d'articuler la question, mais vous pourrez en parler un petit peu plus longuement sur la question du deuil et du genre. Alors, Laurie Laufer a également publié de nombreux ouvrages collectifs, créant toute une énergie assez communicative autour d'elle. Donc, je cite parmi plusieurs publications, je ne vais pas tout citer, mais en 2014, dans la petite bibliothèque Payot, un ouvrage que vous trouvez probablement ici, dans cette merveilleuse librairie, un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le genre ?», que vous avez publié avec Florence Rochefort, traduit en italien, en espagnol maintenant. C'est tout un collectif avec plein de participants, historiens, anthropologues, spécialistes du cinéma, etc. Un autre ouvrage en 2015 qui s'intitule « Foucault et la psychanalyse ». Et ça, c'est un des premiers ouvrages francophones, français, consacrés à la tension et au rapport entre psychanalyse et le travail de Michel Foucault. Ensuite, vous avez publié avec moi, Sandra Beringer, donc, un ouvrage intitulé « Après les aveux de la chair, généalogie du sujet chez Michel Foucault ». Donc, toujours ce travail entre psychanalyse et Michel Foucault. Et ça, c'était aux éditions Epel en 1920. Alors, juste un tout petit mot sur 2020. Voilà. Je sais que Freud. Anna Freud, puis-je vous demander si... En 2020, donc dans cette maison d'édition qui s'appelle Epel, la maison d'édition de l'école lacanienne de psychanalyse, et que moi j'aime beaucoup, donc je me permets juste d'en parler, parce que c'est une collection qui s'appelle Les grands classiques de l'érotologie moderne, et qui publie également les œuvres de Gail Rubin, Butler, David Alperin, John Winkler, etc., etc. Donc voilà, il y a aussi tout un lien avec ces questions du genre. Tout récemment, vraiment tout récemment, donc l'année dernière, je n'ose plus dire de date maintenant, Murmure de l'art à la psychanalyse, où là aussi, vous traversez des œuvres variées, de Kokoschka à Romain Gary, en passant par Chloé Delhomme, Van Gogh, Georges Perec, etc. On pourra aussi vous poser des questions là-dessus. Mais nous sommes ici pour parler de cet ouvrage, donc, Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion, publié en 2022 aux éditions La Découverte. Et dans cet ouvrage, vous travaillez, ou vous développez votre réflexion autour de 3 figures émancipatrice, je dis « et » parce qu'un petit peu plus tard, on verra aussi le néologisme « émancipatrice ». Donc en tout cas, émancipatrice, les féministes, Foucault, et ensuite les mouvements et les théories LGBTQI++++++++. Voilà. Alors, 3 figures, on pourra vous poser des questions là-dessus également, puisque la salle on passera le micro, bien sûr. Alors, première question, tout simplement sur votre titre, Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion. Est-ce que la psychanalyse a déjà un jour été subversive ? Merci Sandra Beringer de votre présentation. Merci à vous toutes d'être là. Alors, le titre, renouer avec la subversion.
l'idée de cet ouvrage était de mettre en perspective le point de départ de la psychanalyse, en fait. Je ne sais pas si parce que renouer avec la subversion, ça fait un peu programmatique. Alors, je n'ose pas dire que c'est l'éditeur qui a un petit peu insisté pour le titre, mais enfin, c'est quand même le rôle des éditeurs. Je n'ai pas dénié ce titre, hein, je trouvais que c'était intéressant quand même. Bon, ça fait un peu mot d'ordre et un peu programme, ce qui n'est pas tout à fait l'ambition de ce livre. Mais l'idée était de dire que, dans les années 80, 70-80 en France, en tout cas, il y a eu l'âge d'or, l'âge d'or de la psychanalyse, avec des figures, une des figures évidemment l'une des plus importantes, Jacques Lacan en France. Donc il y a eu, la psychanalyse est devenue un discours de la culture même, en fait, à irriguer tant de champs de la culture. Bon, donc il y a eu ce moment-là. Et curieusement, à partir des années 70, enfin, c'est ce que j'essaye de mettre en perspective d'un point de vue chronologique, encore une fois en France, parce qu'aux États-Unis c'est un petit peu différent, mais c'est-à-dire après 68, il y a eu une espèce de confrontation étrange entre la pratique et la méthode psychanalytique et les mouvements dits de libération, alors de la femme, des dites minorités, etc. Donc là, il y a eu une tension qui a commencé à être visible. Non pas qu'elle n'ait pas été réelle avant même ces moments-là, mais c'est une tension qui a commencé à être assez visible. Aussi parce que ces mouvements dits de libération n'étaient plus objets d'un discours sachant, savant, parfois même psychopathologique, mais se réappropriaient, comme on dit aujourd'hui, leur propre discours, et donc devenaient sujets de leur vie. Il y avait des mouvements de subjectivation comme ça qui étaient très importants. Bon. Et donc, pourquoi j'insiste un tout petit peu là-dessus ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, et avec Foucault notamment, il a été évident, en tout cas dit, que la psychanalyse avait de plus en plus à voir avec la normalisation, avec le fait qu'elle était un peu réactionnaire, qu'elle était normative, qu'elle prescrivait et prédisait des choses. Donc, et c'est dans ce sens-là que je trouvais intéressant de revenir à ce qui a fait, à mon sens en tout cas, à mon sens, en même temps c'est dans les textes aussi de Freud et de Lacan, ce qui a fait la subversion ou la subversivité de la psychanalyse à l'époque où Freud invente cette méthode. C'est-à-dire dans une volonté de rupture à la fois épistémologique, méthodologique et clinique d'avec la psychiatrie de son temps. C'est-à-dire que quand Freud écrit en 1905 les 3 essais sur la théorie sexuelle, c'est vraiment en contrepoint des textes de la psychiatrie de Krafft-Ebing, par exemple, 1886, ce pavé qui s'appelle Psychopathia Sexualis, qui était un pavé de psychiatrie sur toutes les dites déviances sexuelles. Donc il y a vraiment, de la part de Freud, l'idée que ces histoires de déviance, je mets des guillemets à chaque fois bien sûr, c'est pas si simple, et il invente une façon étrange d'écouter, en disant voilà, il y a le sexuel est bien plus large que les pratiques normatives, et donc voilà. Et donc d'emblée, Freud a une perspective plutôt assez scandaleuse à ce moment-là. Enfin, au moment où il met en place cette pratique et cette méthode. Bon. Donc renouer avec la subversion, c'était une façon de faire entendre que la psychanalyse n'est pas la psychiatrie. Ça ne veut pas dire que la psychiatrie n'est pas bien. Pardon à ceux qui en relèvent, mais qui sont psychiatres. Je sais pas si voilà, mais ce n'est pas de la psychiatrie, ça n'est pas de la psychologie comportementale et encore une fois, ça n'est pas grave, c'est autre chose. Mais voilà, c'était pour dire, il y a des tendances à médicaliser ou à psychopathologiser la psychanalyse, alors même que au moment où Freud invente cette pratique, eh bien, il veut s'en départir. Voilà. Donc c'était l'idée de renouer avec cette subversion
de l'origine de l'invention, pour dire ça comme ça. Et il me semblait que, d'un point de vue épistémologique, en tout cas moi, ce qui m'a permis de retravailler à nouveau frais des textes de Freud et de Lacan, c'était les mouvements féministes des années 70 en France, avec des contradictions, des tensions, enfin... Si on ne vit pas les tensions, on n'est pas féministe, quoi. Hein, donc voilà. Avec des mouvements différents à l'intérieur du féminisme, des féminismes français, mais qui s'intéressaient à la psychanalyse. Puis Foucault, qui parle de la généalogie de la psychanalyse quand il parle du dispositif de la sexualité. Donc c'est vraiment un auteur je trouve très intéressant pour la psychanalyse, pour en faire l'archéologie, comme il dit. Et puis les mouvements LGBTQI+, précisément parce que s'intéressant, la psychanalyse étant, le terreau de la psychanalyse étant les sexualités, le sexuel, la sexualité, voilà, c'est un peu compliqué. Évidemment, il m'a beaucoup intéressé de lire les théories queer, voilà, qui s'intéressent à la psychanalyse. Et du coup, là où j'étais un peu parfois frappée, c'est que les féministes, Foucault, les théories queer s'intéressent beaucoup à la psychanalyse, et je trouvais que beaucoup de psychanalystes ne s'intéressaient pas suffisamment, en tout cas, à tous ces mouvements qui s'intéressaient en retour beaucoup à la psychanalyse. Donc je trouvais qu'il y avait une question à se poser de ce point de vue-là. Et l'idée du livre, ça n'est pas de dire qu'est-ce que la psychanalyse a à dire des féministes, ou a à dire de Foucault, ou a à dire des théories queer, mais au contraire, c'est l'inversion de la question, comme dirait Fassin, mais au contraire, inversement plutôt, qu'est-ce que les féministes, Foucault et les théories queer peuvent dire ou faire entendre de la façon qu'ils ont de lire la psychanalyse. Voilà, c'est une façon d'inverser un petit peu le point de vue. De toute façon, on pourra revenir sur les 3 temps de votre livre. Quand vous avez rappelé que la psychanalyse n'est pas la psychiatrie, n'est pas la psychologie comportementale, etc., en fait, de toute façon, ce sont tout simplement des disciplines différentes. Mais ce que vous soulignez, en fait, c'est que ce soit la psychanalyse ou la psychiatrie ou d'autres types de pratiques de la psychologie, ce qui vous intéresse ou ce qui nous intéresse de travailler ou d'interroger, c'est quand ces types de disciplines prétendent avoir un discours normatif, en particulier sur la sexualité. Oui, c'est-à-dire que, d'ailleurs... Sur la façon dont les gens devraient être. Donc cette dimension prescriptive, voire capable de deviner le destin d'une personne à partir de ses pratiques sexuelles. Alors évidemment, ce qu'on a entendu à partir des années 2000, enfin même un petit peu avant, au moment du Pax, et puis après sur le mariage pour tous. C'est d'ailleurs pas la première fois que des psychanalystes s'expriment sur le parcours, ce que devrait être la sexualité d'un individu, bien avant même le Pax. Bien sûr. Oui. Je pense que ça a été le moment déclencheur de l'ouvrage. Alors voilà, il y a eu d'abord effectivement, ça a été un moment, parce que cet ouvrage en fait est un condensé, si je puis dire, de travaux que je mène depuis une quinzaine d'années maintenant à l'université sur ces questions-là, même un peu plus. En fait, depuis les années 2000, en fait. Parce que j'étais assez interloquée parfois d'entendre des collègues que j'estime beaucoup, alors, qui sont moins mes amis aujourd'hui, mais qui, à l'époque, l'étaient, et qui se sont exprimés plutôt, effectivement, comme vous dites, dans une perspective à la fois prescriptive et prédictive, c'est-à-dire il va se passer quelque chose de terrible, quoi. Si telle ou telle chose se passe, ça va être terrible. Il y avait des termes un peu catastrophistes sur, voilà, c'est une chute anthropologique. Enfin, je trouvais que c'était un peu beaucoup quand même. C'est-à-dire que à la fois beaucoup et puis pas exactement ce que j'entendais dans la clinique. C'est-à-dire, il y avait quelque chose là d'un hiatus entre ce qu'on pouvait dire en termes plutôt d'expertise de santé mentale, ce qui me paraissait étrange. Lacan disant lui-même d'ailleurs que la psychanalyse n'avait rien à voir avec la santé mentale. C'est intéressant comme point de vue aussi de dire ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que c'est complètement... mais en tout cas, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la visée en tout cas d'une psychanalyse que de travailler de la même façon que la psychiatrie. Donc en tout cas, à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement des collègues, des psychanalystes qui se sont exprimés autour de ces questions-là. Et pourquoi pas ?
mais de façon telle que je trouvais que ça faisait entendre que la psychanalyse, alors que ce sont des psychanalystes bien sûr, mais que la psychanalyse était réactionnaire, normative, qu'il fallait surtout pas fréquenter ça. Alors bien sûr après des auteurs de l'extérieur du champ, plutôt des sciences sociales, sociologues, etc., se sont emparés de ça. Et puis après on a commencé à adorer, détester la psychanalyse. Donc voilà. Mais à ce moment-là, je me suis dit tiens, c'est étonnant quand même. Pourquoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée, en tout cas. Peut-être, mais vous pourrez réagir là-dessus, mais c'était aussi le moment où on a commencé à constituer ces fameux comités d'éthique avec des sachants et des experts. Et c'est à ce moment-là que, quand des psychanalystes acceptent d'être des experts de ce que c'est que la santé mentale, alors je mets là entre guillemets parce que moi je suis historienne et je me dis, mais que pouvait être la santé mentale pour les Grecs anciens au 5e, la santé mentale au 18e, la santé mentale au 20e siècle. Enfin, voilà, donc quand on crée des comités d'éthique où on fait venir des personnes qui se sentent experts et donc investis de ce type d'autorité, forcément, à partir du moment où ils s'expriment, leur parole devenait une parole d'expertise sur la question du mariage pour tous, sur la question trans. On pourra en reparler également. Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai que c'est une. Ça aussi, ça a été une question pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la psychanalyse à l'endroit de l'expertise ? Parce que c'est un endroit de pouvoir. Donc c'est pour ça que Foucault m'a intéressée. C'est-à-dire que, bien sûr, que le corpus psychanalytique a produit un certain savoir. Comme Freud le dit, mais ça a produit un certain savoir. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, Foucault m'a beaucoup intéressée. C'est que quand on produit un certain savoir, je crois qu'il est aussi très important d'avoir une réflexion sur les effets de pouvoir de ce savoir. Et là, ou alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qu'on ne traverse pas, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça comme ça, mais on ne peut pas produire du savoir sans s'interroger sur ces effets de pouvoir. Surtout dans un dispositif où il peut y avoir un savoir qui a des effets d'intimidation, quoi, avec des arguments d'autorité. Vous êtes historienne de l'Antiquité, pardon, mais quand on dit « les Grecs disaient », c'est un argument d'autorité, quoi. Voilà. Eh bien, les psychanalystes disent, ou voilà, ça peut aussi avoir des effets d'intimidation. Quand je dis d'intimidation, c'est-à-dire que parce que c'est un champ complexe, le champ de la vulnérabilité psychique, si je dis ça comme ça, ou de la subjectivation psychique. C'est un champ compliqué. Les Grecs ont l'autorité, voilà, c'est les inventeurs de la démocratie. Je dis n'importe quoi parce que je sais que c'est pas vrai, mais voilà. Mais bon, là, personne n'ose dire. Bon, là, c'est un peu exagéré. Mais en revanche, quand il y a des... La question des Grecs est très instrumentalisée. Et c'est pour ça que c'était intéressant. L'école lacanienne, enfin, pardon, l'EPEL, la maison d'édition de l'école lacanienne de psychanalyse, s'est intéressée aussi à des spécialistes de l'Antiquité qui montraient les Grecs aussi sous un autre jour pour précisément leur enlever une sorte de parole d'autorité sur ce que devrait être aussi la philosophie, la démocratie, l'identité, le genre, le féminin, le masculin, que sais-je. Eh bien, c'est la même chose avec la psychanalyse, si je puis me permettre, c'est-à-dire que renouer avec la subversion, ça veut dire aussi, enfin en tout cas pour moi, ça voulait dire aussi comment exercer la psychanalyse aujourd'hui dans le champ social, parce que voilà, c'est aussi pour que la psychanalyse à laquelle je suis très attachée, je suis mordue par ça, voilà, puisse subsister dans le champ social. Et bien, je crois que une des façons justement de revenir à son caractère subversif, c'était pour moi, c'était de dire, il s'agit pour le praticien. Comme le dit Lacan d'ailleurs, de travailler sur ses propres préjugés. Et ça, c'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est moins la question de la prédiction de ce que va être ou de ce que peut devenir un sujet ou un patient, si on est dans le champ médical, que comment aujourd'hui on peut renouer avec une certaine écoute subversive. Subversive, ça veut dire délester d'un certain nombre de préjugés et de positions de pouvoir. C'est-à-dire, pour le dire en termes lacaniens, comment on lâche sa jouissance de pouvoir quand on est un analyste, quoi. Voilà, pour le dire comme ça un peu rapidement, et pour le dire normalement, voilà, comment on se déplace par rapport à ça, hein, et c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple parce que comme dans ce dispositif, il y a un paradoxe quand même,
puisque l'analyste est appelé à cette place-là. Hein, il est appelé à la place du sujet sachant ou supposément savoir. Voilà. Hein, mais il est appelé à cette place-là, sauf que s'il se prend pour un psychanalyste et qu'il est vraiment... il fait de ce savoir quelque chose de l'ordre du pouvoir, parfois ça peut compliquer, ou pas, je ne sais rien. Là, je vais pas faire ce que je suis en train de défaire, mais parfois ça peut avoir des effets de complication ou de complexité. Voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a énormément de détestation envers la psychanalyse dans le champ des militants LGBTQI+. Alors, ça serait intéressant peut-être d'appeler ce livre aussi « Psychanalyse et mouvement LGBTQI+, le grand malentendu », point d'interrogation. Parce que... Alors, le mot malentendu, le problème, c'est qu'on aime bien ça en psychanalyse. Mais bon, en même temps, vous avez raison, c'est vrai que... Alors, à juste titre, pour certains mouvements et pour certaines personnes LGBTQI... Puis certains ont aussi trouvé dans les textes... Oui. Des textes qui font référence oui. dans le champ psychanalytique, des éléments qui absolument vont dans homophobes, des propos transphobes. qu'on peut penser homophobes, qui sont ceux d'une époque, mais qui ont quand même été écrits. Alors, ça, c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose de... Il faut être à la lettre. Freud, comme Lacan d'ailleurs, ont un parcours théorique de 40 ans pour l'un, une trentaine d'années pour... Même plus d'ailleurs, 50 ans pour l'autre. Enfin, en tout cas, énorme, quoi. Donc, on peut aisément imaginer que entre le début et la fin, ils ont un petit peu bougé, ne serait-ce que par les événements qu'ils croisaient, enfin, évidemment. Et ça, c'est un point intéressant. Enfin, voilà, ça aussi, c'est un point qui, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est, et là encore, Foucault m'a été d'une grande aide, c'est toute la question de l'historicisation, c'est-à-dire de l'épistémologie de la psychanalyse en mouvement. C'est-à-dire que Freud, quand il écrit les études sur l'hystérie avant 1900, alors encore qu'il a été parfois très, très constant sur un certain nombre de choses, mais jusqu'en 1938 où il écrit des choses, il y a des choses qui ont bougé. Hein, quand il fait la deuxième topie, quand il change sur la théorie des pulsions, ça veut dire qu'il bouge, ça bouge dans son corpus théorique. Lacan, alors, le petit A du début et le gros A de la fin, pour le dire comme ça, je plaisante, mais pardon, je reste très respectueuse de Lacan, hein, mais on peut rigoler. Mais donc etc. Enfin, c'est-à-dire donc on voit bien comment dans tous ces parcours-là, dans ces deux parcours, ils ont bougé, et ils ont bougé avec quoi ? Lacan, c'est très intéressant. Lacan. Dans les années 70, quand il traverse 68, et déjà en 67, pour le dire comme ça, déjà en 67, il dit bon, le DIP, ça va pas tenir l'affiche longtemps, quoi. Il le dit exactement comme ça. Hein, il dit le DIP ne saurait tenir l'affiche dans des sociétés comme les nôtres qui oublient le sens du tragique ou quelque chose comme ça. On est en 66, je crois. Là, je vous regarde parce que 67. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas loin. Voilà, mais donc c'est intéressant parce que il est dans le temps dans lequel il est, quoi. Enfin, quand je dis ça, ça veut dire que lui-même, il va commencer à réfléchir sur cette affaire-là. C'est pas si simple, en fait. C'est-à-dire que quand on propose des invariants, des universaux, voilà, sans réfléchir aux effets d'historicisation que ça peut avoir, c'est-à-dire comment ces concepts ou ces notions se modifient aussi par la clinique. Enfin, l'un des premiers enseignements de Freud, ça a quand même été de dire, c'est la clinique qui fait la théorie, quoi. C'est pas l'inverse. Donc, si on est fidèle à Freud, et vous voyez, donc, si on est fidèle à Freud, eh bien, parce qu'on pense que sa méthode a produit des fruits intéressants au plan thérapeutique, eh bien, c'est la clinique qui produit des choses aussi. Hein, donc, et Lacan, bien sûr, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que et c'était ça aussi l'idée de ce livre, c'était l'ambition est loin d'être atteinte évidemment, mais c'était de réfléchir à une forme de réflexivité critique sur les concepts de la psychanalyse. C'est-à-dire que et je ne les prends pas tous, parce que ce qui m'intéressait, c'était la question de la sexualité. Mais évidemment, il me semble que parfois, certains psychanalystes n'ont pas suffisamment,
de réflexivité critique sur le propre corpus psychanalytique. Voilà. C'est-à-dire, quels sont les effets, pas simplement théoriques, mais quels sont aussi les effets pratiques de certains concepts psychanalytiques. Mais qu'un psychanalyste se pose cette question-là. C'est-à-dire pas simplement que ce soit de l'extérieur, que ce soit interrogé, mais qu'il y ait aussi, de la part de certains psychanalystes, cette propre réflexivité. Bon, c'est ça qui m'intéressait, en fait. Hein, c'est pour ça que l'idée de l'émancipation, c'était de dire... c'est un peu pompeux, l'émancipation, mais c'était de dire comment une certaine psychanalyse peut s'émanciper de certains de ses dogmes. En fait, c'était ça l'idée. Hein, comment elle peut s'émanciper dans son propre discours de certains de ces dogmes qui contribuent à la figer un peu, en fait, hein, et à rendre sourd parfois un peu dans la pratique, quoi. Alors, le paradoxe, c'est qu'à la fois certains aiment détester la psychanalyse et d'autres aussi se mettent à détester cette pratique que tu as de faire de la psychanalyse ou d'écrire sur la psychanalyse, parce que justement, tu ne produis pas un discours sur la psychanalyse, enfin sur les individus, mais tu considères que la psychanalyse doit être traversée par les discours extérieurs. Et ça va justement à l'encontre de la démarche de certaines personnes pour lesquelles il y a des textes qui sont figés et d'où on doit partir. Alors je dis ça parce que cet ouvrage-là a fait déjà l'objet d'un article dans la fachosphère, venant aussi du milieu psychanalytique, en considérant que voilà, on touche au bon, mais ça, c'est pilier plutôt réjouissant. de la... Enfin, c'est-à-dire, c'est plutôt, enfin, en tout cas, je peux m'en enorgueillir. Bon, c'est vrai que. Non, mais pour le coup, c'est une position qui est pas facile pour vous, parce que vous êtes à la fois tendu par des personnes qui critiquent, d'après moi, à juste titre, certaines positions de certains psychanalystes, et de l'autre, d'autres psychanalystes qui vont dire mais attention, on a des règles, on a des fonctionnements, et cette subversion-là, nous ne la voulons pas. Alors, il est vrai que, par rapport à la question de tout à l'heure, sur les mouvements LGBTQI, c'est vrai qu'à un moment donné, ça continue d'ailleurs, il y a eu des textes alors bien avant l'ère contemporaine, mais il y a eu des textes sur les homosexuels, aujourd'hui il y a des textes sur les trans, etc., qui sont écrits non pas par des personnes concernées, comme on dit, hein, mais par des personnes sachantes, expertes, etc., et dont l'énonciation est vraiment très violente, hein, pour les personnes qui les lisent. Alors, moi, j'ai commencé à pratiquer il y a une vingtaine d'années maintenant, et en fait, comme je commençais un petit peu à travailler sur ces questions, j'avais certaines personnes qui venaient me voir et qui disaient, écoutez, moi, si vous êtes comme tous les psychanalystes homophobes, vous me le dites et je m'en vais. Alors je dis, écoutez, je ne sais pas ce que vous qui allez dire, mais c'est-à-dire qu'il y avait un tel degré de violence, en fait, dans les paroles que certaines personnes pouvaient entendre, qu'il était hors de question pour un certain nombre des personnes LGBTQI d'aller voir des psychanalystes. Mais tout simplement parce que c'était impossible. C'était impossible dans le sens où c'était trop violent, c'était trop, etc., etc. Bon. Après, il y a eu la question du mariage pour tous. Après, il y a eu la question de l'adoption dans les couples homoparentaux, etc. Donc, ça a continué. Et à chaque fois, il y avait des types de violences comme ça qui étaient signifiés sur des chemins, des parcours et des chemins subjectifs, etc. Bon. Et donc ça, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même curieux que des psychanalystes ne puissent pas entendre quelque chose de ces parcours-là, quoi. Quelle que soit l'issue d'un parcours. C'est-à-dire que la personne qui entre avec ce type de demande ou ce type de désir change à un moment donné de demande ou de désir, très bien, ça fait partie du parcours d'une analyse. Mais qu'on puisse dire dès le départ, oh là là, mais si vous faites ça, ça va être terrible pour vos enfants ou pour votre, etc. Ça, je trouvais que c'était particulièrement violent. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu une espèce de confrontation, d'opposition assez frontale, dure, hein, entre les mouvements LGBTQI et la psychanalyse. N'oublions pas qu'il y a certaines écoles de psychanalyse qui se sont demandé aussi si les homosexuels pouvaient être psychanalystes. Alors, ça c'est depuis c'est historiquement une grosse question, hein, puisque dès 1921, Ernst Jones s'oppose totalement
au fait que des homosexuels puissent pratiquer la psychanalyse. Contre l'avis de Freud. Mais Freud est embêté parce que, bon, voilà, enfin, je ne vais pas parler de Hannah, mais enfin, peu importe. Donc, il s'oppose totalement à ça. Et ça n'est pas vraiment total, ça n'a pas écrit, mais ça a tout le temps couru dans le temps sur ces questions-là. Bien plus tard, d'autres écoles, même assez récentes, on considère que c'est pas très bien quand même. Bon, que ce soit, y compris des lacaniens jusqu'aux freudiens. Je fais pas de voilà et bon. Et très récemment, en fait, lors d'un congrès de l'IPA, je crois que c'était 2019. Bon, l'IPA a dit dans un grand congrès à l'international qu'il tenait à s'excuser. L'IPA tenait à s'excuser d'avoir pris des positions un peu homophobes. Alors évidemment, maintenant, c'est plus facile puisque comme c'est dans la loi, il y a une loi antidiscriminatoire sur certains points, donc c'est plus compliqué. Mais que quand même, ils avaient pris des positions un peu homophobes qui a contribué peut-être à créer des soucis pour certaines personnes, etc. Bon. Donc c'est assez récent et c'est pas aussi clair que ça. Mais ce que j'ai trouvé, moi, alors j'évoque dans le livre des moments très croustillants, pas exagéré, mais des coming out institutionnels, notamment Rofton qui dans un congrès en 92 à Barcelone, un gros congrès d'IPA, monte sur la scène et dit je suis analyste et homosexuel. Et donc, évidemment, un petit frisson, voilà. Et à ce moment-là, on considère qu'il est militant, que c'est, etc. Et en fait, personne n'entend, enfin personne, en tout cas ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas dit, ou n'ont pas voulu le faire savoir, que c'était un acte politique. Que là, il y avait quelque chose d'un acte politique, mais comme quand des hommes ont signé la pétition des dites 342 salopes, 3, pardon. Je sais plus, j'ai dû en oublier une. Donc 343 salopes. Il y avait des hommes qui ont signé, bien sûr. Et donc l'idée, c'était un acte politique. C'était pas du tout une question identitaire ou etc. Et donc là, tu veux dire que nous sommes tous des psychanalystes homosexuels. Exactement. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y avait vraiment cette idée de dire, comme c'est un acte politique, peu importe les pratiques ou peu importe, mais c'était une position qui consistait à dire, voilà, en fait là, on a aussi la possibilité, bien sûr, d'être dans cette pratique-là. Bon, donc ça, il est vrai qu'à ce moment-là, ça a commencé à agiter un petit peu le Landerneau, voilà. Mais alors oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut donc prendre la mesure dans les associations, parce que les associations analytiques, c'est très compliqué. C'est des zones de pouvoir, quoi. C'est des endroits de pouvoir. Donc les endroits de pouvoir sont toujours un peu compliqués. Je pourrais parler de l'université. Je vais vous épargner, ou des partis politiques, ou etc. Il y a toujours les institutions sécrètent toujours un petit peu de bazar, quoi. En tout cas. Donc tout ça pour dire qu'on peut imaginer que dans certaines institutions où il était mal vu, parce que probablement c'était pathologisant, quoi, d'être analyste homosexuel. Il y a un certain nombre d'analystes qui ont fait leur analyse avec des analystes sans, dans leur analyse, évoquer ce sujet-là, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut voir, et pourquoi pas, il ne s'agit pas simplement de dire il faut absolument évoquer ça, mais là c'était un peu plus qu'un choix, c'était j'en parle pas, parce que mon institution, je sais que si je veux avoir une place dans cette institution, etc. Donc c'est pour dire que tout ça, toute cette histoire reste à faire. Alors, moi, je ne suis pas historienne. Je sais qu'il y a des historiennes de la psychanalyse, mais je n'évoquerai rien. Mais cette histoire reste à faire. C'est compliqué, parce que là, on touche des nerfs, quoi. C'est-à-dire, on va énerver quelques-uns, quoi. Donc c'est complexe. C'est complexe parce que ce sont aussi des zones de pouvoir. Alors renouer avec la subversion, ça serait un tome 2 que je n'écrirai pas, mais ça serait aussi
que se passe-t-il dans les institutions analytiques ? Safwan a essayé un peu, Mustapha Safwan a essayé dans un livre qui s'appelle La psychanalyse, je le cite un peu dans cet ouvrage, mais il a mis en perspective des choses sur les associations en disant comment se fait-il que Lacan, avec un esprit si libre, parce que quand même Lacan était très libre et se dégageait beaucoup de Freud, comment se fait-il que Lacan, avec un esprit si libre, ait pu produire des tas d'églises, quoi, hein, et d'églises, ça veut dire de dogmes. Donc c'est aussi ça qui est un peu compliqué. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que ça nous enlève un peu toutes les boussoles, quoi. On se dit, mais alors comment se repérer aujourd'hui ? C'est-à-dire, voilà, on a quelques concepts, quelques notions. J'ai plutôt tendance à penser que vraiment l'invention freudienne, elle se règle sur le transfert. Voilà, et que le transfert, ça reste malgré tout une boussole importante, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'interroger au plan et politique et épistémologique. Parce que qui dit transfert dit aussi l'écoute d'un analyste qui a son propre inconscient. C'est pas parce qu'on est analyste qu'on n'a plus d'inconscient. Hein. C'est l'inconscient, sa subjectivité, etc. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est que, alors, on peut aussi se poser la question du destinataire. C'est un ouvrage qui peut intéresser évidemment un vaste champ de personnes intéressées par divers domaines, que ça aille des questions trans, des questions du féminisme, des questions de ce qui s'est passé au début du XXe entre les hystériques et Freud, etc. Dans votre ouvrage, on voit en tout cas que ce que vous voulez montrer, c'est que tout ce que la psychanalyse gagnerait à lire, à s'inspirer davantage, des expériences, des tentatives, des inventions, des mouvements lesbiens, gays, bi, trans, féministes à une époque, etc., etc. Et ça, vous le montrez bien. Je pense peut-être qu'il faudrait encore un autre tome, je pense, parce que non mais pas pour montrer ça, justement, pour aller dans le sens de ce que vous montrez. C'est-à-dire, il y a un moment aussi où, une fois que le dialogue peut vraiment reprendre, où justement, clairement, la psychanalyse a quelque chose à apprendre de tout cela, ça serait intéressant aussi de montrer en quoi cette dimension fluide ou queer du transfert peut aussi être quelque chose qui peut amener les mouvements queer, lesbiens, gays, bi, trans à avancer et dans leur lutte et dans le processus de pour permettre à chaque personne de vivre un parcours, d'être... Alors, il y a, après, LGBTQI+, tout ce que vous voulez, toutes les lettres de l'alphabet peuvent venir à un moment donné voir un analyste. Oui, ce que je veux dire, c'est en quoi ça allait servir la lutte. Pas les personnes, évidemment. Pas besoin d'être LGBTQ+, pour aller voir un psy, c'est pas la question. Enfin, c'est pas, si ce n'est la discrimination qui est la question. C'est pas la question d'être ça ou ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'a inventé Freud, il me semble que je ne connais pas assez, et donc c'est pour ça que je vous pose la question, qui peut aussi être quelque chose qui peut intéresser les mouvements queer. Alors ça, je ne sais pas si ça passerait auprès des mouvements LGBTQI+, mais si Preciado a envie de parler avec les psys, c'est que forcément, il sent qu'il y a aussi des choses à faire. Ça a été compliqué, l'épisode de Preciado avec l'école millérienne. Ça a été compliqué. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Donc, c'est il y a 2 ans. 2-3 ans. Vous en parlez dedans. Oui, j'en parle. Paul Preciado est invité par l'école de Miller à faire une conférence devant 2000 analystes de l'école de la cause, qui est une grosse école, ça veut dire grande école lacanienne très importante. Hein, Jacques-Alain Miller étant un des héritiers, pour mettre des guillemets, de Lacan, donc qui est une école très importante. Et donc Preciado vient faire une conférence qui s'appelle « Je suis ce monstre qui vous parle ». Et il a écrit un petit livre après. Hein, et cette conférence, alors, a été un peu, d'abord un peu médiatisée. Ça a créé des clivages, des tensions, etc. Preciado, en fait, alors là, pour le coup, est vraiment dans un mot d'ordre aux psychanalystes en disant, si vous continuez comme ça, vous êtes fichus. Il appelle à une mutation de la psychanalyse
en disant on ne peut plus rester dans des modèles hétéronormatifs. Voilà, il appelle donc à une fluidité des genres, à une autre façon de penser la binarité et les genres et les sexualités, etc. Donc très intéressant et vraiment plutôt dans une volonté de dialogue, je ne sais pas, mais en tout cas, une volonté de dialogue. Donc Preciado, ça a été sa stratégie, ou sa tactique, plutôt d'être dans une volonté de dialogue avec des psychanalystes en disant, voilà, maintenant il va falloir que vous remuez un petit peu et que vous lisiez aussi des théoriciens qui ne soient pas uniquement des psychanalystes, mais aussi des théoriciens queer. Donc ça, c'était vraiment important. Et contrairement, par exemple, à Sam Boursier, qui, lui, rejette. Je me souviens que quand j'avais fait un petit texte, enfin un petit collectif sur les lettres à Lacan, j'avais demandé à Sam Boursier s'il ne voulait pas participer à ça. Et il m'avait envoyé un petit message très amical d'ailleurs en disant alors moi la bite à Lacan c'est pas pour moi. Et en fait il avait dit la bite à Lacan c'est pas pour moi parce que c'était le titre d'un de ses chapitres dans Queer Zone. Et donc il dit alors Lacan et tous ces machins, ça voulait dire le phallus, Lacan et son phallus, mais il l'avait dit de façon un peu plus relevée et humoristique bien sûr. Voilà, c'est pas pour moi. Donc il y a vraiment deux tactiques différentes, mais qui sont aussi intéressantes à prendre en compte et à mesurer. C'est-à-dire qu'il y a l'entrisme, si je puis dire, de Preciado, voilà, c'est-à-dire comment ces mouvements peuvent aussi irriguer un certain nombre d'analystes. Mais alors, si vous regardez sur Internet, etc., il y a eu des réactions très violentes à la conférence de Preciado en disant, voilà, c'est ce mode de jouissance totalitaire. Enfin bon, bref, je passe les détails. Mais enfin, donc on est toujours sur un mode. En fait, c'est une impossibilité d'extériorisation de son propre discours. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un n'entre pas dans une espèce d'obéissance au discours de la psychanalyse, il y résiste et donc il relève de la pathologie. Donc c'est assez simple en fait. Quand on est analyste, on est toujours dans ce même. Voilà. Si je résiste, ça c'est Wittig qui disait ça, Monique Wittig qui disait ça. Si je résiste à la psychanalyse, je ne suis pas dans l'ordre symbolique. Et à l'époque, quand on disait qu'on n'était pas dans l'ordre symbolique, dans les années 70-80, ça veut dire qu'on était psychotique. Pour les psychanalystes qui récitaient leur bréviaire, c'était ça. Donc en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'était vraiment, voilà, si j'y résiste, c'est que je n'y suis pas, c'est donc que je ne suis pas dans cet ordre-là, c'est donc que je suis, etc. etc. Bon. Donc là, il y a effectivement une difficulté pour certains à s'extraire de ce discours. Bon. Alors cela dit, il me semble, dans ton livre, d'une certaine manière, tu me vois, tu me tutoies. Oui, c'est très fluide entre nous. Voilà, disons que c'est fluide. Parfait. C'est intéressant de savoir à quel moment c'est fluide, en fait, mais bon. Non, donc ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que là, tu parles de ton livre, mais ce n'est pas comme cela que les choses se formulent dans ton livre. C'est-à-dire que tu rentres dans la question... Non, mais parce que là, on est dans le métadiscours, déjà, tu montres ce que tu voulais faire, etc. Mais ce que je trouve vraiment, vraiment bien dans cet ouvrage, c'est que chaque étape est vraiment dépliée, expliquée, pas expliquée au sens de « je vous explique », mais vraiment pour toi-même, on voit la réflexion en route. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment appréciable dans cet ouvrage. C'est pas un discours d'autorité. C'est... il s'est passé ça, Freud discutait avec les hystériques, il s'est passé ça, il y a eu les mouvements féministes, voilà ce que moi j'ai appris en ayant lu des livres, voilà ce que je vois qui peut peut-être apporter à ma pratique intellectuelle d'un côté, psychanalytique de l'autre, là tu en parles un petit peu moins, mais aussi, et ce que j'ai trouvé vraiment très très agréable dans cet ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, ce qui est une forme de fluidité en fait. Non mais c'est vrai, et donc quand il y a de l'humour, on n'impose rien. Et c'est ça aussi, c'est un choix. On rit et on peut tomber d'un côté ou de l'autre du rire. Et par exemple, là, justement, puisqu'on parlait de Jacques-Alain Miller, tu cites Jacques-Alain Miller, où évidemment, à une époque, la grande menace,
c'était les homosexuels. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué en France. Hein. C'est un peu plus vraiment dire que c'est la menace en France. C'est un peu homophobe de le dire. Et donc, maintenant, c'est les trans. C'est la question trans. C'est tout aussi transphobe de le dire, mais apparemment, certains s'autorisent encore à le dire. Et donc, tu cites Jacques-Alain Miller qui dit « L'orage a éclaté, la crise trans est sur nous », etc., etc. Et l'article, le surtitre s'appelle « Comme un ouragan ». Alors, je ne pense pas que notre ami Jacques-Alain Miller connaisse aussi bien Stéphanie de Monaco, mais voilà, qui fait partie de la culture gay, drôle, etc. Donc voilà, ce que je trouve vraiment, vraiment agréable, c'est qu'il y a un jeu aussi avec la lectrice, le lecteureur, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fait de ce livre quelque chose qui n'est pas un livre d'autorité, mais un livre de réflexion avec. Et très souvent, d'ailleurs, les titres sont des questions. Et ça aussi, je trouve ça intéressant pour finalement arriver à une conclusion qui s'appelle une psychanalyse désopilée. Donc non seulement il y a de l'humour, mais en plus on est censé. Alors désopilé, c'est un mot. Pardon. Non, mais vas-y. Mais alors il y a deux choses. D'abord, là encore peut-être que c'est revenir ou renouer avec la subversion, mais Freud a écrit en 1905 2 livres. Enfin, c'est-à-dire en tout cas il en a publié 2. L'un qui est les 3 essais sur la théorie sexuelle, qui est vraiment le fondement très sérieux de toute l'invention de la psychanalyse, et en même temps, le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'il écrit en même temps ces 2 livres. Et le mot d'esprit avec son rapport avec l'inconscient est assez drôle. Il raconte des blagues, bon, c'est sérieux, mais c'est drôle quand même. Bon. Et Freud a toujours fait de l'humour quelque chose d'extrêmement important, y compris dans sa façon parfois de pratiquer. Ça ne veut pas dire qu'on se tape sur les cuisses et on rigole à chaque fois qu'on reçoit des personnes qui sont dans des vraies souffrances, évidemment. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si on peut faire les choses très sérieusement, mais pas toujours se prendre dans un esprit de sérieux qui quand même complique sérieusement précisément les choses. Donc ça, il y a effectivement quelque chose qui me paraissait très important de rappeler, c'est-à-dire que cette théorie, elle est née aussi avec cette dimension de... Il y a des choses quand même assez drôles dans l'inconscient, et comme il se moque de nous, donc ça peut être des choses assez intéressantes à rappeler. Et l'autre chose, et ben voilà. Eh ben, je l'ai oublié. Je ne sais plus, mais je sais plus. Il y avait un autre truc qui m'intéressait de dire, mais voilà. Et ben, ça reviendra peut-être ou pas. Mais en tout cas, oui, l'humour, c'était quelque chose de très important. Parce que ça déplace les paroles d'autorité, justement aussi. On rit avec. Ah oui, désopilé. Vous êtes analyste ? Désopilé. Alors, désopilé, c'est un mot très sérieux, qui est un mot que j'ai lu dans les manuels de médecine du XVIIIe siècle, chacun sa lecture, et donc qui en fait, désopilé, ça voulait dire à l'époque, quand on a la rate bouchée, obstruée, c'est-à-dire opilée. Opilé, ça voulait dire fermé, en fait, obstrué. Ça produisait de la mélancolie, de la bile noire, c'est-à-dire que c'était ça l'idée, qui remonte à loin. Mais donc, en fait, quand on avait la rate opilée, c'est-à-dire fermée, ça produisait de la mauvaise bile, voilà. Et donc, il s'agissait de ouvrir la rate, c'est-à-dire de la désopiler. Et désopiler la rate, l'un des moyens pour le faire était justement d'ouvrir la rate, de se marrer, voilà. Et donc l'idée, c'était ça, c'était à la fois de dire qu'on pouvait parfois être dans une pratique analytique désopilée dans le sens ouverte, dans le sens sans prendre le risque d'une psychanalyse mélancoliforme, c'est-à-dire ou bien voilà. Voilà, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, et puis continuez d'être comme ça. Et c'est-à-dire, de voir comment on pouvait aussi, ouvrir un peu à pour se dégager d'une forme de mélancolie banale, de temps en temps. Voilà. Donc c'était ça, le mot désopilé, ça m'a beaucoup intéressé par rapport à ça. Et alors,
bon, je ne sais pas si vous avez lu ou pas le livre, mais je vais comment on dit, spoiler, c'est ça? Je vais vous donner le dernier mot pour vous dire qui a tué et en fait, l'idée, c'était de dire qu'il s'agissait, en tout cas dans ce livre, de mettre un terme au maître, en fait. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est bizarre, mais de mettre un terme au maître, c'est-à-dire en fait de tenter de mettre un terme au discours du maître, en fait. Hein. Donc j'ai condensé en mettant de mettre un terme au maître quand la fièvre normative est trop élevée, quoi. Voilà. Bon, peut-être que vous avez des questions. Oui, on va peut-être ouvrir aux questions par rapport à l'ouvrage. Peut-être qu'après, hein, dans le flux des questions, peut-être que tu pourras juste... Parce que je trouve qu'il y a une personne sur les travaux desquels tu t'appuies beaucoup, c'est aussi les travaux de quelqu'un qui n'est pas psychanalyste, Gayle Rubin, justement sur cette... sur ce qu'elle apporte de la variété sexuelle anodine. Oui. Je trouvais vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez Gayle Rubin. Et justement, c'est intéressant parce que ton livre nous permet aussi d'ouvrir d'autres lectures, peut-être moins connues. En fait, l'idée, c'était plutôt que. Bien sûr, je convoque évidemment Judith Butler, mais comme il y a eu beaucoup de lectures, de commentaires sur Judith Butler, qui est évidemment un point d'ancrage extrêmement important, je voulais faire appel à d'autres autrices, comme Gayle Rubin, qui est une anthropologue américaine qui est très importante dans le champ des sexualités. Elle a écrit, il y a un livre qui a été traduit et qui s'appelle « Surveiller et jouir », donc vraiment sur le mode de surveiller et punir de Michel Foucault, hein, mais surveiller et jouir, c'est un livre d'anthropologie politique de la sexualité. Donc ça, c'est une perspective extrêmement, en tout cas moi qui m'a été très inspirante. Et Gayle Rubin dit des choses très intéressantes. D'abord, elle dit qu'il y a parfois, y compris dans le corpus analytique, que la sexualité a un excès de signification. C'est-à-dire, comme me disait un prof à la fac il y a très longtemps, il arrive que parfois un parapluie est un parapluie, quoi. Bon, voilà. Donc parfois, il y a une espèce d'excès de signification du sexuel ou de la sexualité qui fait qu'on est dans des formes surinterprétatives. Donc elle dit ces choses-là, elle dit il y a des excès de signification et elle propose ce qu'elle appelle une éthique de la sexualité, une éthique pluraliste de la sexualité. Et toute la question de son anthropologie, c'est de dire on va lâcher un peu la question du pervers, justement, parce que qui reprend toute la psychopathologie, la psychiatrie, etc. On va lâcher la question du pervers pour aller vraiment du côté d'une éthique du divers. Et je trouve que c'est intéressant cette notion-là parce que elle articule cette éthique du divers à ce qu'elle appelle la question de la sexualité anodine. Oui, les variations sexuelles anodines. Voilà, exactement. La variation sexuelle anodine. Et c'est très intéressant. Parce que d'abord, elle reprend... C'est une grande lectrice de Freud et de Lacan, hein, donc elle est très informée de ce côté-là. Hein, et donc, elle dit, la perspective de ce projet éthique, hein, c'est de dire, on va parler de la variation sexuelle anodine. Donc, elle reprend le terme de Freud de variation sexuelle. Et elle y a sorti ce terme d'anodin. Voilà, une variation sexuelle anodine, c'est-à-dire on déleste en fait le sexe de la sexualité. Voilà. Et quand je dis ça, ça veut dire on délaisse le sexe du discours normatif sur la sexualité, ce qui est très foucaldien d'une certaine façon, hein, puisque le dispositif discursif de la sexualité, Foucault le dit bien, c'est que c'est ça qui vient rendre le sexe extrêmement normativant, dans le sens où dans le discours sur le sexe, hein, par la sexualité, justement, qui est un dispositif discursif, hein, dont Foucault déplie parfaitement le mécanisme dans la volonté de savoir. Hein. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est d'autant plus intéressant, comme tu l'as dit, Gayle Rubin souhaite, elle, travailler avec les textes de la psychanalyse, ce qui n'est pas le cas d'autres, c'est tout à fait leur droit, historiens, sociologues, philosophes, etc. Donc Gayle Rubin, tu cites, je cite un passage de ton livre, c'est dans cette perspective épistémologique et politique que Gayle Rubin a compris qu'il ne s'agissait pas de se passer de la psychanalyse. Elle écrit en effet, je cite, « Comme la psychanalyse est une théorie du genre, l'écarter serait suicidaire pour un mouvement politique qui se consacre à éradiquer la hiérarchie de genre ou le genre lui-même. » Fin des guillemets. Elle ajoute, un peu plus loin, je cite, « Une révolution féministe complète libérerait plus que les femmes. » C'est intéressant aussi. Hein. Elle libérerait les formes d'expression sexuelle et elle libérerait la personnalité humaine de la camisole de force du genre.
C'est ça qui est intéressant dans les textes de Gaël Rubin. C'est-à-dire que ce sont vraiment des anthropologues, des théoriciennes, Judith Butler, qui a travaillé d'ailleurs avec Gaël Rubin, quand elles ont écrit toutes les deux ensemble Marché au sexe, c'était ça. Ce sont des théoriciennes qui connaissent les textes de la psychanalyse, qui sont curieuses de ça, comme Foucault. Foucault a une lecture de Freud qui est impressionnante. Et alors, je trouvais quand même assez étonnant de voir à quel point certains psychanalystes sont ignorants de tout ce corpus théorique, qui les lit, quoi. Donc, je trouve que ce retour, la capacité qu'on peut avoir en tant que psychanalyste de lire les théoriciens queer ou Foucault ou d'autres, c'est un juste retour de l'intérêt que ces théoriciens peuvent à un moment donné porter sur ce corpus théorique. C'est-à-dire qu'ils le prennent au sérieux. Ils prennent tout à fait au sérieux la psychanalyse. Non pas pour dire, il faut comme tu l'as très bien cité, Gaël Rubin dit, il ne faut pas se passer de la psychanalyse. Mais voir comment on peut aujourd'hui travailler avec ce qu'elle appelle une théorie du genre. Alors vous imaginez, si on dit que Gaël Rubin dit que la psychanalyse est une théorie du genre, certains psychanalystes ont mal avalé cette pilule, quoi. Vous avez une question ? Alors, il me semble qu'il y a un troisième micro qui est possible. Voilà. Donc, la parole est à vous pour des questions, pour des réflexions, pour des remarques. N'hésitez pas. Bon, je n'ai pas lu le livre, bien sûr. Mais à vous entendre, c'est un peu un truc explosif quand même par rapport à l'institution. Or, pour avoir un peu pataugé dans tous les sens dans ce monde, y compris dans les associations, je me dis, mais ils sont tellement défensifs. Ils, c'est qui ? Les associations, en gros, de psychanalystes, oui. Oui. Ils sont tellement défensifs que ça produit ça, c'est-à-dire il y a un fossé entre ce que vous racontez, que d'ailleurs je connais mal, hein. Je veux dire, moi-même... Mais je connaissais mal avant de m'y intéresser. Voilà, toutes ces évolutions féministes, etc. Je cours après un petit peu, mais difficilement, vu mon âge, sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a évidemment un fossé, et que ce fossé, il est bien dur du côté des associations de psychanalystes, c'est clair, parce qu'ils se sentent fragiles. Mais vous avez raison, c'est pour ça que j'insistais un tout petit peu là-dessus tout à l'heure, sur la question des associations, des institutions, etc. C'est très compliqué, ces histoires-là. Alors, je vais vous faire une confidence. Enfin, en même temps, on s'en fout. On est sur podcast. Voilà, ah oui, c'est vrai. Mais quand j'ai écrit ce livre, je n'imaginais pas du tout à quel point ça allait secouer mes camarades, quoi. Enfin, ceux qui me restent. C'est-à-dire... Mais je me suis fait d'autres amis, mais c'est-à-dire, franchement, j'ai été étonnée parce que comme ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces textes. Enfin donc j'ai ramassé dans ce livre tout mon parcours. C'est un parcours universitaire. Au début, c'était censé être un livre universitaire. Donc voilà, on a quelques étudiants de psycho, ils se disent qu'il faut le lire parce que c'est la prof, enfin bon, voilà. Donc je n'avais pas imaginé un seul instant d'abord l'écho ou l'accueil, ou je ne sais pas très bien comment dire, à la fois positif et parfois très négatif. Sandra l'a rappelé tout à l'heure. J'ai été quand même traitée de stalinienne par des collègues. Je n'ai pas très bien compris le lien, mais bon, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, voilà, dur, pour la cause militante des trans. Alors, je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Et alors, là, pour moi, c'était vraiment hors sol, quoi. D'abord, après, j'étais rassurée de savoir que la personne qui avait écrit cet article n'avait pas lu le livre. Donc, ça me rassurait. Je trouvais que c'était une critique fondée, quoi. C'est-à-dire, au moins, c'était... voilà. Mais vous avez raison. C'est vrai que c'est très compliqué, en fait. Alors... par atavisme familial et par histoire, etc., j'ai toujours prôné les formes apatrides, c'est-à-dire dedans-dehors, un peu si je flirte plutôt que de marier. Mais même ça, c'est compliqué, en fait. Donc, il est vrai que... en fait, quand on est dans une association, dans une école d'analyse, à l'exception
notable, je trouve, en tout cas, Sandra l'a rappelé tout à l'heure, mais de l'école lacanienne de Paris, l'école lacanienne de psychanalyse, le LP, mais qui est un tout petit endroit, un petit peu satellitaire. Mais sinon, les associations qui sont importantes et qui sont nécessaires. Je ne suis pas du tout en train de vouloir faire la révolution, déjà, tout petit caillou que je jette. Enfin bref, en tout cas, donc pas du tout. Mais c'est simplement, je me dis, c'est intéressant de voir comment fonctionnent ces écoles, quoi. Ce sont des écoles de formation, donc c'est très important. Moi, je suis universitaire. C'est pas à l'université qu'on devient psychanalyste, hein. On fait un parcours de psychologue, on a un titre. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et Lacan probablement avait raison en 1979, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, de dire la psychanalyse est intransmissible. Donc, comment on crée les conditions de la transmissibilité de cette pratique qui, je crois vraiment, reste une pratique importante parce que elle crée des petits foyers politiques de résistance, vous voyez, et d'invention de soi. Foucault le disait comme ça, mais des petits foyers de non-adaptabilité à des formes normatives sociales. Donc il y a des petits endroits micro-politiques, comme dirait Guattari, hein, de résistance à des discours néolibéraux, à des choses comme ça. Je crois ça vraiment. Hein, c'est-à-dire des personnes qui vont dire voilà, moi je suis mal parce que j'ai pas réussi ma vie. Mais là, quand on pense ça et qu'on le déplie un peu, bah, ça déplace parfois un peu les choses, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment des. Moi, la psychanalyse a été essentielle dans ma vie, hein, donc comme analysante. Hein. Donc je crois vraiment qu'il y a des choses importantes. Mais il est vrai que là, je crains un peu. Là, j'adore être dans les librairies parce que c'est ouvert, mais j'ai 2-3 invitations dans des associations. Je les crains. Voilà, je les crains. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, en fait. Alors après, peut-être pour aller dans un sens positif, il y a maintenant aussi autour de toi des amis, des collègues, aussi d'autres personnes qui ont publié. Non, mais je me sens pas seule du tout. Je ne voulais pas dire. Mais le livre dans la collection Hermann, le livre de Fabrice. Oui, Fabrice Bourlaise. Il y a des jeunes gens maintenant, enfin des jeunes. Voilà. Dis le nom, le titre. Fabrice Bourlaise a écrit un livre qui s'appelle Queer Psychanalyse, qui est paru dans une collection qui se trouve que je dirige, mais c'est pas pour ça que je l'ai publié, parce que c'était un livre très intéressant. Donc il y a des jeunes gens maintenant, des jeunes psychanalystes qui sont. Parce que c'est ça qui est très. Les étudiants que j'ai, par exemple, aujourd'hui, des jeunes étudiants, ce que j'ai trouvé très passionnant d'ailleurs, viennent parfois à la psychanalyse par Butler, par les théories queer, plutôt que de lire tout de suite Freud et Lacan, ce qui n'était pas le cas de ma formation, parce que moi je suis ancienne, mais ils viennent avec ça. Donc c'est intéressant de dire, ou alors avec l'anthropologie, ou alors avec d'autres choses. Donc on voit bien comment d'autres champs de discipline, de corpus théorique ont été d'abord irrigués par la psychanalyse, et les étudiants viennent avec ça. Ça donne d'autres façons d'aborder la théorie. Alors, 2 questions pour aborder aussi autrement la théorie. Oui. Bonjour. Non, je veux juste rebondir sur ce que vous disiez là et témoigner rapidement parce que, en fait, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais étudiante et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. C'est qu'en fait, j'étais... En psycho ? Oui, j'étais très remontée contre la psychanalyse. Et puis, à un moment donné, c'est en lisant des auteurs qui critiquaient et essayaient un petit peu de dialoguer que je me suis retrouvée à travailler dessus. Et c'est pas si mal. Et non, mais en fait, ce qui est presque ironique, c'est que comme ça, je me suis retrouvée par curiosité à aller dans des écoles de psychanalyse, et qu'en fait, justement, il y avait un dialogue qui était impossible, et que j'entendais des critiques sur ces théoriciens, alors qu'en fait, moi, j'étais là grâce à ça. Et je me questionne sur... Mais oui. Je ne remets absolument pas en question la fonction et l'importance des écoles de psychanalyse, mais je me demande dans quelle mesure ils ne ratent pas à honorer leur fonction de transmission. Absolument. Quand ils font des trucs comme ça. Absolument. Parce qu'en fait, moi, maintenant, quand j'y vais, c'est toujours un pied dedans, un pied dehors, parce que je vois toujours les mêmes personnes qui sont là depuis des années, et on est très peu de nouveaux à arriver. Et c'est dur d'y rester ou d'y retourner, parce que pour ces raisons-là. Alors, comme je ne sais pas qui est dans la salle... En termes d'institution, je dirais
vous avez raison, mais comme disent les rabbins, vous avez raison, et je dirais vous avez raison à la personne de l'institution. Donc, non, mais je plaisante, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci il y a quelque chose quand même qui est... Alors, je répète ce que je disais tout à l'heure. Quand Lacan dit il se trouve que la psychanalyse est intransmissible, il faut quand même se pencher sur cette affaire, quoi. Parce que ça ne va pas subsister longtemps. C'est-à-dire, et je ne parle même pas des sciences cognitives, etc. Ça, c'est pas grave. C'est pas l'ennemi, quoi. Pas du tout. Parce que, voilà, dans l'université où je suis, on a un parcours de sciences cognitives, ils sont très nombreux, et on a un parcours de psychanalyse, on est très, très nombreux. Les étudiants veulent quand même. Mais ils viennent voir ce que c'est à l'université, parce qu'on est à un petit endroit, mais à Toulouse, là il y avait Sidi Ascofaré tout à l'heure, à Toulouse il y a eu un point important de psychanalyse, me semble-t-il. Non ? C'est fini. Ça va. Ah oui, c'est fini. Hein ? On galère beaucoup. Vous galérez beaucoup ? Ouais. Il faut créer, mais je pense pardon, moi je suis. Non, à l'université, on peut plus l'extérieur. rien créer. Donc, non, mais moi je suis de l'extérieur, je suis pas psychanalyste, voilà, pas du tout. Et je pense il y aurait peut-être moyen de créer une école ou de suivre des. On tente en ce moment, justement, avec des camarades proches, des analystes, de monter un séminaire qu'on a appelé là critique et clinique sur le mode de Deleuze. Hein, clinique et critique, on l'a inversé, on a monté ce séminaire à Paris, et on est 5, on a mis ça sur je sais plus, Facebook, enfin je sais pas, eux ont mis ça, parce que moi j'ai pas Facebook, mais en tout cas ils ont fait ça, et dans la journée qui a suivi l'annonce sur de ça, on a eu 150 inscriptions, quoi. Donc il y a quand même quelque chose, alors on avait 50 places, donc on a dû sélectionner, mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que je crois vraiment qu'il y a une vraie appétence chez les jeunes gens, enfin, je ne vais pas parler comme une vieille chose, mais il y a une envie, quoi, d'aller voir, justement parce qu'il y a des textes qui ont fait le détour et qui sont arrivés à des endroits d'intérêt. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, à chaque fois, de questions de jeunes étudiants, ou d'autres d'ailleurs, qui me disent « mais où je vais ? Pour me former, où je vais ?» Et c'est une vraie question. Alors voilà, donc je n'ai évidemment aucune réponse. Toi, tu travailles quand même beaucoup avec certains psychanalystes de l'école d'Académie de psychanalyse. Travaille avec des écoles. Tu cites beaucoup Jean Alouche dans Je cite beaucoup Jean Alouche dans l'ouvrage. J'ai travaillé beaucoup avec des gens d'espace analytique que je trouvais bien. J'ai travaillé avec... Enfin, après, c'est des rencontres. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'institution n'est pas à l'image. Enfin, c'est comme la psychanalyse. Il y a des psychanalystes, et voilà. Mais c'est vrai que c'est une question qui est, je pense, est une question sur laquelle les associations doivent se pencher. Mais comme c'est déjà très compliqué entre elles, il y a parfois des parcours très militaires, quoi. Hein. Voilà, très hiérarchisés, etc. Bon. Mais je ne peux rien dire là-dessus. Mais si peut-être en off, tu pourras dire des choses. Mais c'est vrai que vraiment cette question de la formation des analystes, il y a des tas de colloques là-dessus. Hein. Toutes les écoles font des colloques sur la formation des analystes. Bon, mais je crois que c'est très important. Mais c'est vraiment très sérieux comme question, parce que je ne vois pas comment ça peut subsister dans le champ social si on ne se penche pas sur cette question. Bon, d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que tu parles clairement des questions de genre, tu montres comment Foucault apporte des éléments importants, tu traverses les questions du féminisme, et au final, ça intéresse à la fois les personnes qui travaillent sur le genre, et aussi des psychanalystes qui ne sont pas forcément intéressés par le genre, mais pour qui ça devient le symptôme de quelque chose qui ne marche pas toujours, justement, dans les écoles de psychanalyse. Oui, parce que finalement, il y aurait d'autres questions aussi qui peuvent traverser ou qui peuvent montrer qu'il y a des aujourd'hui, tensions. Aujourd'hui, c'est ça, etc. mais ça peut être autre chose. Ça peut être effectivement autre chose. Aujourd'hui, il y a une espèce de focalisation sur cette affaire-là, depuis un petit moment déjà, mais ça pourra être demain une autre question que celle du genre. Ça pourrait être une autre question. Donc c'est là de nouveau cette question de la porosité, l'idée qu'une discipline puisse être traversée et se faire traverser et être traversée, instruite par d'autres discours. C'est-à-dire comment la psychanalyse peut se laisser instruire par d'autres discours, ce qui était quand même l'un des enseignements de Freud.
qui disait on n'a pas besoin d'être... Pour être analyste, il faut lire la mythologie et Shakespeare. Il le dit dans l'analyse profane. Enfin, il fait une liste, mais il le rappelle quand même. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça. Donc, comment un psychanalyste peut se laisser instruire par d'autres discours que le propre discours qui tourne un petit peu... bon, voilà. D'autres questions encore? On pourra de toute façon continuer la discussion après, mais oui. Vous voulez le micro? Le micro arrive. Non, vous citez aussi que Gail Rubin a dit que la psychanalyse est un féminisme manqué. Oui. Vous pouvez en reparler? Ah, vous voulez que je vous fasse en résumé tout le chapitre là-dessus? Non, mais pourquoi elle dit ça? C'est tellement réjouissant que... Oui, c'est assez réjouissant. Ça. En fait, pourquoi elle dit ça? Parce que elle considère que... Alors, je fais un tout petit pas en arrière. Gail Rubin, c'est une féministe matérialiste. C'est-à-dire différemment des féministes qu'on va plutôt qualifier de différentialistes, universalistes. Je ne vais pas rentrer dans ces points de théorisation, mais c'est important. Parce que quand elle dit que c'est un féminisme manqué, elle considère que la psychanalyse n'a pas suffisamment, entre autres, je vais raccourcir, n'a pas suffisamment pris en compte le caractère des oppressions, des oppressions réelles. C'est-à-dire, il y a de Laura Downs un très bel article dont le titre, vous allez voir, dont le titre est très éclairant, je trouve. Elle dit « Je veux bien qu'on déconstruise la catégorie de femme, mais pourquoi ai-je toujours peur de sortir le seul le soir ?» Donc c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a la part de déconstruction des théories féministes sur la femme, c'est plutôt les femmes, etc. Donc c'est très bien de déconstruire ça. Mais il y a aussi des oppressions matérielles et des oppressions réelles qui existent et sur lesquelles la psychanalyse ne porte pas toujours un point d'appui important. C'est-à-dire, il y a une réalité des oppressions et des discriminations. C'est d'ailleurs une des critiques qui a été faite aussi par les mouvements LGBT. C'est-à-dire, c'est pas simplement du fantasme, quoi. Quand une femme se sent violentée ou se sent agressée, etc., c'est pas simplement les hystériques freudiennes de 1895. C'était important, mais c'est pas simplement ça. Et donc, Gail Rubin dit, on peut pas uniquement se régler sur le caractère fantasmatique ou le fantasme de la personne qui parle. Il y a aussi des éléments de discrimination, d'oppression. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et ça va être peut-être un autre pan très compliqué, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, un certain nombre de jeunes psychanalystes s'intéressent à la question décoloniale ou postcoloniale. Voilà, aussi. Donc ça va venir, ça va encore faire trembler... C'est le prochain pavé, ça commence, voilà. Parce que le genre, maintenant, bon, voilà, c'est terminé. Mais maintenant, le prochain pavé, ça va être la question raciale, les caractères justement décolonial ou postcolonial des questions de l'écoute analytique. Et là, dans un contexte français post-guerre d'indépendance, etc., ça risque d'être assez sérieux. Ça va être tendu. Vous confirmez ça ? Vous entendez déjà des choses ? Oui, il y a des réactions déjà très violentes de certains psychanalystes à l'égard des théories postcoloniales, décoloniales. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant parce que vous voyez, et c'est là que je me dis qu'en France, parce que en France, ces réactions violentes sont en France. Mais si vous allez au Brésil, où cette question est cruciale, les questions coloniales, décoloniales, elles sont cruciales puisque c'est une société qui vit encore dans des positions coloniales internes. Donc, il y a beaucoup de psychanalystes au Brésil. Donc, ils vivent avec cette question-là. Évidemment, les réactions, elles sont déjà très politisées, quoi. Donc, l'universalisme républicain, c'est très bien. On est dans tout le monde veut une égalité formelle. Tout le monde. Qui dirait « Ah non, moi je suis pour l'inégalité ». Bon, peut-être qu'il faudrait traiter autrement, mais en tout cas, tout le monde est pour une inégalité formelle. Tout le monde est pour une égalité formelle, mais l'égalité formelle de l'universalisme ne se règle pas tout à fait sur l'égalité réelle. Ça ne marche pas exactement comme ça. Donc, c'est ça qu'elle veut dire, Gail Rubin. Quand elle dit que c'est un féminisme manqué, ça veut dire que bien sûr qu'on est pour l'égalité des femmes, la libération des femmes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un point de vue utopico-universel. Mais
il y a aussi le fait que si on n'est pas au fait de certaines oppressions, certaines discriminations réelles, eh ben, on rate quelque chose, quoi. Donc par rapport à ça, c'est intéressant parce que là encore, il y a un point de crispation qui m'a été renvoyé autour du livre sur les questions de l'identitarisme, quoi. Hein, le communautarisme, l'identitarisme, les identités, etc. De ce point de vue-là, il y a un autre auteur que je convoque souvent qui s'appelle David Alperin, justement, un théoricien queer avant d'être un théoricien de l'Antiquité. Qui a d'abord travaillé sur l'Antiquité. Et il a écrit un ouvrage aussi dans les grands classiques de l'érotologie moderne. Et son ouvrage s'intitule « 100 ans d'homosexualité et autres essais sur l'amour grec ». En fait, ça parle de la Grèce, mais en réalité, ça parle de la construction des catégories sexuelles aujourd'hui au XXe siècle. C'est lumineux. Et c'est un théoricien très intéressant, Alperin, H-A-L-P-E-R-I-N. Et enfin, de toute façon, si vous achetez le livre, vous verrez. Mais il dit une chose très intéressante quand il s'agit de la question de l'identité. Alors là, il parle de l'identité gay, mais on pourrait parler de n'importe quel type. On pourrait qualifier de n'importe quelle identité. Il dit, la question de l'identité, elle est... L'identité gay. Non, mais moi, je prolonge en disant, on pourrait dire l'identité trans, l'identité, peu importe. Mais l'identité gay, donc, dit-il, elle est politiquement nécessaire et politiquement catastrophique. Et je trouve ça très intéressant comme tension. C'est-à-dire que la notion d'identité, elle est politiquement nécessaire parce qu'il faut une visibilité, justement, pour aller du côté des droits liés à des formes d'identité. C'est-à-dire que ça a été quand même le droit des homosexuels, le droit des minorités, les droits civiques, etc. ont joué politiquement sur les questions identitaires. Donc ça a été politiquement nécessaire. Mais c'est politiquement catastrophique parce que ça enferme, ça fige, ça c'est du contrôle, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut être dans un débat politiquement nécessaire sur la visibilité de ces identités. Et quand on est sur le divan, pour le dire comme ça, on peut déconstruire ces histoires imaginaires d'identité. Mais ce n'est pas les mêmes terrains, en fait. Ce n'est pas les mêmes terrains. Il y a un terrain social, il y a un terrain subjectif, parfois ça se croise, mais c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est ça un peu la tension que j'ai voulu un petit peu déplier dans cet ouvrage. C'est-à-dire comment on peut faire subsister la psychanalyse dans le champ social, parce que je pense que c'est important, sans être du côté d'un discours militant, collectif, etc. Non pas que je récuse les discours militants, évidemment non, mais mais de dire il y a une tension, parce que la psychanalyse, c'est pas la psychanalyse de tout le monde en même temps, c'est pas ça, c'est une pratique individuelle, subjective, mais qui a des effets dans le social. Voilà, c'était ça l'idée. Et je trouve que cette tension, elle est intéressante. En tout cas, c'est cette tension que j'ai voulu dont j'ai voulu voir les effets, en fait. Et qu'on voit bien dans la façon dont tu le dis dans le livre. Laurie Laufer, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.